plongé dans l'énigme d'un homme dont l'emprise sur les cieux était si totale que son nom s'est mué en légende. Un homme dont la puissance défiait l'entendement. Il a édifié un empire, négocié avec d'innombrables acteurs de tous horizons, et pourtant, sa disparition demeure l'un des mystères les plus insondables de l'histoire criminelle. A-t-il été assez rusé pour déjouer le destin lui-même, ou sa propre démesure l'a-t-elle finalement rattrapé? Nous parlons ici d'Amado Carrillo Fuente, sinistrement célèbre sous le surnom du Seigneur des cieux. Son nom résonnait à travers tout le Mexique de son vivant, et même après sa mort supposée, les spéculations persistent. A-t-il réellement rendu l'âme, ou a-t-il astucieusement orchestré sa métamorphose pour poursuivre son existence sous une nouvelle identité? Comment cet homme, surnommé le roi des cieux et le premier ministre, a-t-il pu forger une réputation si singulière? Comment parvenait-il à établir des contacts et à négocier avec quasiment tout le monde, de ses compatriotes aux parrains colombiens, en passant par des représentants des autorités dans divers pays? Et pourquoi est-il si difficile de trouver deux photographies d'Amado où il apparaît identique? Les détails de son enfance et de sa jeunesse sont rares, mais en connaissant son lieu et sa date de naissance, on peut aisément reconstituer les premières étapes de sa vie. Son parcours, à bien des égards, a épousé les destins de figures emblématiques telles qu'El Chapo ou Rafael Caro Quintero. Tous provenaient de la même région, pauvre mais fière, imprégnée de traditions familiales de contrebande, l'État de Sinaloa. Amado Carrillo Fuentes est né le 17 décembre 1954 dans le village de Guamuchilito, Navolato, où près de la moitié des habitants étaient liés par le sang. Ses parents étaient de modestes paysans. La famille comptait 11 enfants et vivait dans une pauvreté extrême, comme tous leurs voisins. À 13 ans, Amado quitta son village natal, jurant de ne revenir que lorsqu'il serait devenu riche. La seule véritable voie vers la richesse et le succès résidait dans le trafic de drogue. Plusieurs versions circulent concernant le niveau d'éducation d'Amado. La plus plausible est que, comme beaucoup de ses contemporains, il est à peine achevé l'école primaire avant de s'engager dans le travail éreintant de la culture du pavot et de la marijuana. Cependant, une autre hypothèse suggère qu'il aurait non seulement terminé sa scolarité, mais aurait même fréquenté l'université de Culiacán pendant un certain temps. Cette version fut corroborée par des agents de la DEA, Drug Enforcement Administration, qui, dans leur rapport, décrivaient Carrillo Fuente comme une personne bien instruite, contrairement, par exemple, à El Chapo, qui n'apprit jamais à écrire correctement. Selon une légende qui perdure encore aujourd'hui dans la Sierra Madre, le futur roi des cieux fut gravement atteint de brucellose, un virus mortel durant son enfance. Les parents d'Amado, démunis, ne pouvaient se permettre les soins et le garçon dépérissait à vue d'œil tandis que le médecin local se montrait impuissant. C'est alors que la mère d'Amado, Aurora, conduisit son fils chez un chaman indien qui effectua un rituel. Au cours de la cérémonie, en luttant contre les démons, le chaman périt, mais parvint à chasser la maladie du corps d'Amado. Selon la tradition, son âme se serait réincarné dans le corps du jeune homme, faisant d'Amado un homme aux deux âmes, l'une noble et pure, l'autre sombre, tel le mal incarné. Les Mexicains simples adorent les légendes sur leur « j'ai fait » et celle-ci en est sans aucun doute une. Quoi qu'il en soit, l'enfance et l'adolescence d'Amado se déroulèrent sans encombre. Il ne mourut pas dans une bagarre, ne fut pas abattu par la police lors de raids et ne connut pas la prison. À un certain moment de sa jeunesse, il effectua un stage auprès de son oncle, Ernesto Fonseca Carrillo, passé à la postérité sous le nom de Don Neto. Don Neto était né le 1er août 1930 à Badiraguato, Sinaloa, un lieu qui devint un véritable berceau du trafic de drogue mexicain, voyant naître des figures légendaires comme Rafael Caro Quintero, Juan José Esparragosa, El Azul, Joaquín El Chapo Guzmán et les frères Beltrán Leiva. Au début, le jeune Amado travaillait dans les plantations, puis participait au transport de la marchandise entre les États. Il mettait toute son énergie à progresser dans la hiérarchie. Fonseca Carrillo était un trafiquant de drogue aguerri, doté d'une vaste connaissance et d'une expérience considérable. Son surnom, Don Neto, signifiait quelque chose comme « Monsieur Meilleur Prix », faisant allusion à ses exceptionnelles compétences en négociation. Il était dans le milieu depuis les années 1950, œuvrant au sein de l'organisation de Pedro Avile Pérez, le premier grand trafiquant de drogue de Sinaloa. La parole de Don Neto avait du poids non seulement à Sinaloa, mais dans tout le Mexique. À la fin des années 1970, c'est ce même vétéran, Neto, en compagnie de jeunes ambitieux comme le narcoprince Rafael Caro Quintero et le génie criminel Miguel Ángel Félix Gallardo, qui fonda le futur cartel de Guadalajara. Félix Gallardo, ancien agent de la police judiciaire fédérale du Mexique et garde du corps du gouverneur de Sinaloa, devint l'intermédiaire principal entre les trafiquants de drogue et les fonctionnaires corrompus, assurant au cartel un fonctionnement quasi ininterrompu dans les années 1980. Durant toute cette période, son neveu Amado et par la suite les nombreux frères d'Amado apprirent ce métier complexe.
Selon de nombreux chercheurs, le clan Carrillo était riche en managers talentueux. Que ce soit Don Neto, Amado, son frère Vicente, ainsi que d'autres noms moins connus, ils étaient de véritables aristocrates dans le domaine du trafic de drogue mexicain. Amado absorbait les connaissances comme une éponge. L'un des principes de la direction de Guadalajara était la minimisation de la violence. Il valait mieux collaborer avec les autres trafiquants plutôt que de rivaliser, bien sûr, lorsque c'était possible. Un autre principe important était le caractère familial de l'activité, ce qui réduisait la probabilité de trahison de la part des proches. En 1982, les Mexicains commencèrent à collaborer avec les Colombiens qui rencontraient des problèmes de transport de cocaïne. Ce fut une alliance impressionnante. Pour Amado, il était crucial que les Sinaloenses prennent désormais le contrôle de toute la zone frontalière. Dans l'une des positions les plus stratégiquement avantageuses, la petite ville frontalière d'Ojinaga, au sud-est de Ciudad Juárez, dans l'état de Chihuahua, Pablo Acosta régnait déjà depuis 15 ans. Acosta, surnommé El Zorro de Ojinaga, le renard d'Ojinaga, contrôlait une étendue de 200 miles de la frontière américano-mexicaine et, au sommet de son pouvoir, transportait jusqu'à 60 tonnes de cocaïne par an pour les cartels colombiens, en plus d'énormes volumes de marijuana et d'héroïne. Il dirigeait son organisation d'une main de fer et ne tolérait aucune rébellion, et ses exécutions étaient très spectaculaires et commises de manière caractéristique pour servir d'exemple aux autres. Cependant, Acosta devint rapidement dépendant à l'alcool et au crack, fumant des cigarettes au crack et buvant du cognac El Presidente toute la journée. Il était extrêmement sadique et théâtral avec ses ennemis. Il fallait négocier avec lui la porte d'entrée afin qu'Acosta, en plus des habituelles cargaisons d'héroïne et de marijuana, entrepose et transporte via ses canaux éprouvés également la cocaïne colombienne. À l'avenir, Amado déplacera le centre de distribution d'Ojinaga à Ciudad Juárez et l'organisation mexicaine la plus célèbre des années 1990 prendra le nom de cette ville, Juárez. Jusqu'au milieu des années 1980, Amado Carrillo Fuentes était un membre ordinaire de l'organisation. De plus, il était officiellement membre du service de sécurité fédéral, DFS, l'équivalent mexicain du FBI. Il possédait un insigne et Amado participa même, côté mexicain, à l'opération du Rancho Buffalo, la destruction de la plus grande plantation de marijuana au monde, dans laquelle son oncle et Caro Quintero avaient investi. Après que Don Neto et Caro Quintero furent les principaux suspects de l'assassinat de l'agent américain Kiki Camarena, le DFS licencia plus de 400 employés, dont Amado. En 1985, suite à l'arrestation d'Ernesto Fonseca Carrillo à cause du scandale Kiki Camarena, Amado reçut une promotion au sein du cartel et déménagea à Ojinaga, dans les possessions de Pablo Acosta, en tant que garant des accords sur la cocaïne avec les Colombiens. Selon certaines sources, Amado vivait déjà là depuis 1981, ce qui éclaire davantage la force de leurs liens. Tels des personnages de films, le vieux Acosta, avec sa moustache fournie, rêvait de prendre sa retraite. Mais selon les lois de l'économie souterraine, la retraite n'existait pas. Lui et Amado devinrent amis, comme d'ailleurs cela est fidèlement dépeint dans la série Narcos Mexico. Il est vrai qu'en plus des véritables Rolex en or pur, comme dans la série, Carrillo Fuentes offrit également à Acosta une chaîne en or ostentatoire avec un pendentif en forme de lingot d'or pesant environ 30 grammes. Tant la montre que la chaîne restèrent de l'air sur Pablo Acosta jusqu'à sa mort. À cette époque, Amado, âgé de 31 ans, n'était qu'un point à peine visible sur les radars des autorités américaines et n'attirait pas beaucoup l'attention. Il résidait dans une élégante maison à 3 étages sur une colline près du centre d'Ojinaga, d'où l'on pouvait apercevoir les États-Unis. Devant sa demeure stationnaient des gardes armés de fusils automatiques. Selon les enquêteurs américains antidrogue, Amado était un jeune trafiquant de drogue vêtu en cow-boy qui, au cours des 5 dernières années, avait atteint le grade de lieutenant au sein du cartel de Guadalajara. Il représentait les intérêts d'une puissante organisation pour laquelle Pablo Acosta entreposait et transportait la cocaïne. En cette même année 1985, eut lieu la première et unique arrestation d'Amado à la frontière des États-Unis. Il fut interpellé pour possession d'armes. Il donna des détails précis sur sa personne et c'est à cette occasion que furent reprises ses premières photographies pour son dossier. Il fut décrit comme un membre calme et cordial de la mafia mexicaine. Cependant, à cette époque, les Américains n'avaient pas une compréhension claire de ses relations avec l'organisation de Pablo Acosta, ni d'ailleurs de l'ampleur du cartel de Guadalajara lui-même. Pendant ce temps, la cocaïne colombienne affluait de plus en plus. Amado supervisait les cargaisons tout en apprenant du vétéran Acosta les subtilités du métier. En plusieurs décennies d'activité, ce dernier avait bâti son propre système, rétribuant un cercle d'individus bien choisis, des policiers aux politiciens. Pendant ce temps, Acosta, en compagnie d'une jeune maîtresse américaine et du journaliste indiscret Terence Popa, perdait de plus en plus son autorité parmi les siens. Premièrement, Pablo ne souhaitait pas se développer au détriment de la cocaïne.
Cela aurait signifié ne pas pouvoir prendre sa retraite. Le travail avec les Colombiens était stressant et laborieux, exigeant une attention et une modernisation constante. Deuxièmement, Acosta était devenu dépendant de la marchandise colombienne. Selon Popa, il consommait de la cocaïne dès le matin, un fait qui ne renforçait pas son autorité. Amado, jeune et audacieux, aspirait à prendre sa place, et une occasion se présenta bientôt. L'interview qu'Acosta accorda à Popa fut publiée dans un grand journal américain et devint immédiatement une sensation. Il y révéla tout, notamment ses paiements réguliers à l'armée et à la police. Littéralement, le lendemain, toute la police mexicaine était à ses trousses. Il fut en fuite pendant 5 mois, jusqu'à ce que, finalement, le 24 avril 1987, il soit abattu par la police fédérale mexicaine sous la direction du commandant Guillermo González Calderoni lors d'une incursion dans son refuge du village de Santa Elena. Selon la DEA, Amado paya à González Calderoni $1 million pour orchestrer cette attaque. C'est ainsi que Carrillo élimina son mentor et concurrent pour prendre le contrôle de la lucrative Plaza d'Ojinaga. Dans le livre sur la vie de Pablo Acosta, écrit par le journaliste américain Terence Popa, une anecdote exemplaire est relatée concernant la rupture entre Amado et Pablo en 1986. Lors d'une réunion, ils discutèrent d'un problème pressant. Ils détenaient une importante cache de cocaïne quelque part dans le désert, dans un entrepôt souterrain. Il s'agissait d'une citerne enfouie près d'une piste d'atterrissage pour petits avions venant de Colombie. De tels dépôts pouvaient contenir jusqu'à 20 tonnes de cocaïne. D'une manière ou d'une autre, la Drug Enforcement Administration eut vent de l'existence de cette cache. Et d'une manière ou d'une autre, Amado apprit également que la DEA en était informée. Tant Amado que Pablo étaient très préoccupés par une éventuelle fuite d'informations, mais Amado prit la situation en main. Sans consulter Pablo, il ordonna de rassembler 6 personnes impliquées dans la cache. L'interrogatoire fut mené avec minutie. Chaque personne fut torturée, forcée de parler, puis tuée. Aucune des victimes ne se révéla être un informateur. Au contraire, elle ne soupçonnait même pas qu'il y ait un informateur parmi elles. Acosta, qui préférait d'autres méthodes de travail avec ses hommes, fut furieux en apprenant l'action d'Amado et demanda des explications, qualifiant le massacre d'insensé. « Qu'as-tu fait » dit Acosta. « Tu as tué 6 personnes. Et qu'as-tu obtenu par là » Amado répondit sèchement d'un ton qui ne laissait aucune place à d'autres discussions sur la question. « Mieux vaut que 6 innocents meurent plutôt qu'un coupable reste impuni. Il s'en tiendra à ce principe à l'avenir. » Toutefois, après l'élimination d'Acosta, Carrillo Fuentes ne devint pas le chef d'Ojinaga. C'est son ancien supérieur du DFS, Rafael Aguilar Guajardo, qui fut nommé. Aguilar n'introduisit aucune nouveauté, préférant agir selon le schéma éprouvé développé par Pablo. Sa position antérieure lui conférait des opportunités uniques. Il connaissait littéralement tous les trafiquants de drogue et tous les équilibres de chaque plaza, zone d'influence, et était ami avec Miguel Ángel Félix Gallardo. Il était profondément et depuis longtemps impliqué dans le milieu. On estime que dès le début des années 1980, il avait négocié avec le cartel de Cali et livré avec succès des cargaisons pour eux, tandis que le jeune Amado était encore nominalement à son service au sein du DFS. Le cartel de Juarez, sous la direction d'Aguilar, se caractérisait par 2 choses, sa réticence à appliquer de nouvelles méthodes de travail et sa cruauté. Certes, pas encore à une aussi grande échelle que par la suite, mais les ennemis du cartel étaient souvent retrouvés décapités. Entre 1986 et 1989, plusieurs événements majeurs se produisirent. Amado Carrillo, beaucoup plus ambitieux et prévoyant qu'Aguilar, préparait son ascension. En 1986, alors qu'il n'avait que 32 ans, il décida de jeter les bases de son entreprise. Tirant les leçons de Gallardo et Acosta, il comprit qu'il avait besoin de la protection de la police et se tourna vers Thomas Colsa, un bijoutier de Guadalajara qui vendait de la drogue aux trafiquants et aux policiers, lui demandant de le présenter au chef de la police judiciaire fédérale, Guillermo González Calderoni. Guillermo González Calderoni, ancien sous-directeur de la police judiciaire fédérale, avait eu des relations longues et fructueuses avec Carrillo et au milieu des années 80, Amado lui avait versé $1 million pour l'assassinat de Pablo Acosta Villarreal. Une fois l'entretien convenu, le bijoutier fut témoin des négociations. Calderoni et Carrillo Fuentes s'accordèrent sur des paiements allant de 100 000 à 500 000 $ pour chaque cargaison de cocaïne, selon le volume. En 1987, Amado fonda à Torreón une compagnie aérienne privée Taxi Aero de Cien Norte SA, ou en abrégé Taxena, sur laquelle plus de kilogrammes de cocaïne que de personnes seraient transportées, ce qui lui valut le surnom de « le Seigneur des cieux ». Il devint le premier narcotrafiquant à utiliser des avions privés à une telle échelle, possédant une flotte qui incluait plus de 30 Boeing 727. Sa solution innovante fut d'acheter d'anciens avions de passagers, d'en retirer tous les sièges et de les remplir jusqu'à ras-bord de marchandises. De cette manière, un seul vol pouvait transporter jusqu'à 1 tonne de cocaïne.
Cependant, le transport de drogue par voie aérienne n'était pas une invention de Carrillo, car les Sinaloenses le faisaient depuis les années 1950. Sa flotte de petits avions, Learjet, augmenta lorsqu'il sortit de prison en juin 1990. Il acheta même un Boeing 727 d'occasion pour 300 000 $ afin de transporter 5 tonnes de cocaïne en un seul voyage. Plus tard, il acquit 2 autres avions du même modèle, mais l'expérience ne fut pas couronnée de succès. En raison de l'âge des avions, il devait souvent atterrir en situation d'urgence, ce qui entraînait des problèmes de maintenance. Par conséquent, il reprit les vols avec de petits avions, qui transportaient une demi-tonne de cocaïne par vol. Les opérations aériennes de Carrillo étaient extrêmement efficaces. Le cartel transportait des centaines de tonnes de cocaïne de Colombie à travers le Mexique vers les États-Unis, envoyant 20 à 30 millions de dollars en Colombie pour chaque grande opération. En novembre 1995, à titre de démonstration de l'ampleur de ces opérations, un avion de passagers Caravelle de 80 places atterrit à minuit sur un lac asséché près de la partie sud de la Basse-Californie. Selon les estimations des fonctionnaires américains, l'avion transportait jusqu'à 15 tonnes de cocaïne sud-américaine pure, d'une valeur d'au moins 200 millions de dollars. Le même week-end, un autre Caravelle fut repéré, volant le long de la côte mexicaine avec une cargaison de cocaïne estimée à 10 tonnes, ce que les fonctionnaires qualifièrent de double coup intentionnel. Lorsque les cartels cherchaient à dérouter les autorités pour livrer jusqu'à 25 tonnes de cocaïne en un seul week-end. En juin 1989, Amado fut arrêté et incarcéré pendant une année entière. Plusieurs versions existent sur la manière dont cela s'est produit. Selon la première, lors d'une fête de mariage où il s'était rendu, une rafle eut lieu et Amado fut repéré grâce à un pistolet richement incrusté. Personne ne le connaissant personnellement et une telle arme indiquant un statut élevé au sein de l'organisation, il fut décidé de l'arrêter. Selon une autre version, la rafle fut organisée par les frères Arellano Félix qui en voulaient à El Chapo, mais ce dernier réussit à s'échapper. En l'absence d'El Chapo, ils arrêtèrent Carrillo Fuentes. Selon une troisième version, Amado fut détenu pour enquête et torturé pendant 10 jours pour lui extorquer des noms. Quoi qu'il en soit, Amado fut condamné en août de la même année à 12 mois de prison pour avoir participé à un réseau de distribution de drogue. À la même période, les autorités mexicaines, en collaboration avec les Américains, vainquirent Miguel Ángel Félix Gallardo, qui fut arrêté en 1989. Avant son arrestation, Félix Gallardo organisa une réunion entre les principaux narcotrafiquants dans une maison à Acapulco où il divisa le territoire entre les différents chefs. La route via Tijuana fut attribuée à ses neveux, les frères Arellano Félix. La route via Ciudad Juárez passa à la famille Carrillo Fuentes. Miguel Caro Quintero obtint le couloir de Sonora, tandis que Joaquín Guzmán Loera et Ismael Zambada Garcia prirent le contrôle des opérations sur la côte pacifique, devenant le cartel de Sinaloa. Selon certaines sources, Amado, Gallardo et un autre des chefs, El Azul, furent alors même détenus dans des cellules voisines pendant un certain temps. La prison n'était, bien sûr, qu'une plaisanterie pour des chefs de ce niveau. Ils avaient des téléphones, de la nourriture de restaurant et la possibilité de gérer leurs affaires à distance. La même année, Miguel Ángel Félix Gallardo ordonna depuis sa prison la distribution des plazas entre hommes fidèles. Comme Amado purgeait sa peine, Rafael Aguilar Guajardo fut choisi comme chef de l'organisation de Ciudad Juárez. Il resta à ce poste pendant 4 ans et la dirigea par inertie, sans innovation, se contentant de poursuivre le transfert de cocaïne en volume significatif, comme le faisait Pablo Acosta. En cette même année 1989, alors qu'Amado était en prison, la police californienne réalisa la plus grande saisie de cocaïne à ce jour, une quantité incroyable de 21 tonnes dans un entrepôt à Los Angeles. L'entrepôt, où la découverte sensationnelle fut faite, appartenait au restaurateur Rafael Muñoz Talavera, membre d'une famille influente et jusqu'alors inconnu. Plusieurs personnes arrêtées en lien avec cette saisie désignèrent Muñoz comme leur chef, et les livres de compte montrèrent que bien plus de cocaïne, des centaines de tonnes, des milliards de dollars étaient passés par l'entrepôt au cours des mois précédents. C'est ainsi que l'on découvrit que le cartel de Juárez n'était pas seulement dirigé par Aguilar, mais Aguilar voulait éliminer ses rivaux, et selon les rumeurs, ce fut lui qui favorisa cette rafle à Los Angeles, profitant de vieilles connaissances et chuchotant aux bonnes personnes. Jusqu'en 1996, Muñoz Talavera sera neutralisé et écarté de la lutte pour le pouvoir car il sera sous enquête. Et lorsqu'il sortira, il s'alliera aux frères Arellano Félix pour arracher le pouvoir à la famille Carrillo Fuente qui s'était installée à Juárez. Mais Muñoz perdra. En 1988, il sera retrouvé mort. Son corps, mutilé par la torture, fut jeté de manière démonstrative sur un parking. Mais revenons un peu en arrière. En 1989, alors qu'il était en prison, Amado ne perdit pas son temps et réussit à nouer des relations très avantageuses. Il corrompit, y compris avec les célèbres montres en or Rolex. Adrián Carrera Fuentes, son parent et fonctionnaire pénitentiaire, qui fut par la suite promu directeur de la police judiciaire fédérale.
Adrian était également le chef du groupe de la police judiciaire fédérale à Agua Prieta, Sonora, aidant Amado au passage des cargaisons à travers cette ville et interviewant des employés potentiels. Il s'assura le soutien inconditionnel du toujours puissant Miguel Ángel Félix Gallardo. Et il existe également des versions selon lesquelles il aurait convaincu le procureur adjoint antidrogue Javier Castillo Trejo pour 4 millions de dollars qu'il était temps de sortir de prison. Et en effet, il ne purgea que 9 mois. À propos, un fait intéressant, si l'on compare les photos d'Amado issues du rapport américain de 1985 et les photos de sa fiche dans la prison mexicaine, on voit deux personnes différentes. Cela suggère qu'il utilisait déjà la chirurgie plastique à cette époque. Cependant, il n'existe aucune preuve de cette théorie. Une fois libre, il continua à tisser ses réseaux de contrebande avec les Colombiens. Selon la division des plazas de Gallardo, Amado pouvait se déplacer entre elles et placer ses cargaisons. Mais même cela ne lui suffisait pas. Il visait à prendre la place de Miguel Ángel Félix Gallardo lui-même, qui commençait déjà à perdre du pouvoir à ce moment-là. En 1991, Amado rencontra les frères Rodríguez Orejuela, leader du cartel de Cali, et convint d'une collaboration. Ils étaient au sommet de leur carrière. Leur empire s'était littéralement étendu à travers le monde entier. Et contrairement au cartel de Medellín, il professait la même philosophie qu'Amado. Amado commença également à nouer des liens avec les militaires, en plus de la protection policière dont il bénéficiait déjà. Mais malgré tout cela, il n'était pas encore El Padrino. Il avait besoin de Juárez. Il renoua les relations d'affaires avec Aguilar Guajardo. Et en 1992, ils organisèrent ensemble le transfert de 4 tonnes de cocaïne vers les États-Unis depuis Cancún, sous la protection de González Calderoni. Mais la triste fin pour Aguilar était inévitable. Carrillo avait besoin de ça, Plaza, pour continuer à grandir, et Aguilar Guajardo ne voulait pas partir. De plus, des rumeurs couraient qu'il crachait le morceau. D'ailleurs, il semblait lui aussi se plaindre constamment et délibérément des autorités mexicaines, auxquelles il fallait donner tant d'argent. Un jour, lors d'un dîner avec Amado, Aguilar déclara qu'il allait bientôt dénoncer tous ces bâtards avides. S'ensuivit une dispute, et Aguilar gifla Amado. Cette fois-là, Carrillo partit simplement, et quelques jours plus tard, Rafael Aguilar fut criblé de balles de mitraillette en plein centre de Cancún, en compagnie de sa famille. Le bras droit d'Aguilar, Cuauhtémoc Ortiz, fut enlevé et après un certain temps, son corps fut retrouvé dans un SUV garé près d'un centre commercial avec des signes de torture et un sac sur la tête. C'est ainsi que Carrillo élimina l'homme qui avait été son ami et associé pour prendre le contrôle total du cartel de Juárez. Vers la fin de 1993, les étoiles s'alignèrent enfin en faveur d'Amado Carrillo. Aguilar avait quitté ce monde. Chapo Guzmán, lui aussi aspirant au trône, avait été arrêté et incarcéré. Muñoz était en détention et l'ami d'Amado de la prison, Adrián Carrera Fuente, avait été nommé directeur de la police judiciaire fédérale. Carrera accepta de recevoir de 100 000 à 300 000 dollars par mois pour assurer la protection, plus une luxueuse Cadillac couleur cerise en signe de respect. Ainsi, Amado Carrillo Fuente prit le contrôle de l'organisation de Juárez, qu'il tenta de faire revivre l'âge d'or de l'organisation de Sinaloa. Pour cela, il devait soumettre les autres organisations. Son leadership était soutenu par les frères Rodolfo et Vicente. Les structures des organisations de narcotrafic diffèrent peu les unes des autres. Chacune possède une zone d'approvisionnement, des points logistiques de transit, un bras armé, un groupe de renseignement et de collecte d'informations, un réseau de protection politique et policière, des unités responsables des finances et du blanchiment d'argent. Selon la position et les caractéristiques de l'organisation, une aile était renforcée mieux ou moins bien. Certains misaient sur la force, d'autres, comme dans le cas d'Amado, sur la diplomatie. Carrillo était un leader doté d'une excellente capacité de négociation et de création d'alliances. C'est pourquoi, durant les premières années de son existence, son organisation n'était pas militaire, recourant rarement à la violence, sauf en cas d'atteinte au pouvoir. Par conséquent, s'appuyant sur sa vision, Amado commença à bâtir une nouvelle union de cartels de la drogue, non par la force, mais par la diplomatie, persuadant chacun que travailler avec lui serait meilleur et plus sûr, grâce avant tout à ses liens dans les plus hautes sphères. Considérant que la DFS n'existait plus, elle avait été dissoute après l'affaire de l'assassinat de l'agent Kiki Camarena en tant qu'organe de pouvoir irrémédiablement corrompu, littéralement une filiale du cartel de Guadalajara. Il fallait désormais négocier avec l'armée et avec la police judiciaire fédérale, qui dépendait du parti au pouvoir. Amado créa un système hiérarchique complexe de pots de vin par plaza, selon lequel 1% du revenu total du cartel, qui s'élevait à des millions de dollars par semaine, était dépensé en pots de vin. Ce système couvrait tous les niveaux de pouvoir. Contrairement à l'organisation des frères Arellano à Tijuana, dont le réseau de participants était local, incluant la police d'État et municipale, Amado s'intéressait uniquement aux agences fédérales sur son territoire.
Carrillo estimait que la meilleure façon d'obtenir une protection maximale était d'atteindre les têtes pensantes les plus importantes de Mexico. Dans le cas des militaires, il s'assura le soutien de divers généraux, en particulier Jesús Gutiérrez Rebolo, qu'il avait arrêté en 1989. Il le rencontra sur le territoire d'un autre narcotrafiquant, El Azul, dans un environnement de secret maximal. Puis ils se rencontrèrent tous les 3 mois pour régler les affaires. Parallèlement, Carrillo recherchait et obtenait le soutien de la police locale afin de ne pas rencontrer d'obstacles dans les opérations quotidiennes de transport de drogue, et aussi pour utiliser les policiers pour le sale boulot, celui que font habituellement les tueurs à gages. Ainsi, Amado créa un type d'organisation moderne et hautement fonctionnelle, qui rapportait beaucoup de profit à chaque maillon impliqué. Il devint un véritable leader, discret et insaisissable. Il avait parfaitement assimilé les leçons inculquées par Acosta. Si tu veux travailler, ne te fais pas voir. Mais le pouvoir comporte aussi des risques. Dès la fin de 1993, il fut la cible d'une tentative d'assassinat manquée. Ce soir-là, il dînait avec sa femme et ses 6 enfants, escortés par 8 gardes du corps dans un restaurant lorsqu'une dizaine de personnes firent irruption et ouvrirent le feu. 3 gardes furent tués sur le coup, tandis qu'Amado et sa famille se cachèrent sous la table. Les assaillants tirèrent sur un client au hasard à la table voisine et s'enfuirent, pensant probablement l'avoir tué. La carte d'Amado avait fonctionné. Il était simplement impossible de le reconnaître. On pense que l'assassinat avait été commandité par les frères Arellano en conflit avec El Chapo, qui collaborait avec Juarez. Amado cherchait à équilibrer les choses entre eux et à intégrer les frères dans son système. Mais il était évident que ceux-ci étaient contre, même s'il tentait à ce moment-là de ne pas s'opposer ouvertement à Amado. Après cet incident, Amado, qui aimait beaucoup sa femme et ses 6 enfants, renforça son système de sécurité et se retira encore plus dans l'ombre. Malgré cela, les affaires du cartel de Juarez allaient bon train. La collaboration avec Cali porta ses fruits. Entre 1994 et 1991, le Seigneur des Cieux transporta pour les Colombiens au moins 7 cargaisons de cocaïne. Selon certaines sources, au cours du mois le plus prospère, 28 tonnes de marchandises d'une valeur de 7 milliards de dollars transitèrent par le territoire de Juarez. Carrillo se rendit personnellement en Colombie pour négocier avec les leaders des cartels de Cali et de Medellín. Les Mexicains commencèrent à exiger un paiement en drogue plutôt qu'en espèces, ce qui leur permit de développer leur propre réseau de distribution aux États-Unis. En mars 1995, Carrillo tenta même une ambitieuse acquisition du groupe bancaire mexicain Grupo Financiero Anahuac, investissant environ 12,6 millions de dollars pour obtenir la participation majoritaire, ce qui provoqua un scandale impliquant des personnalités de haut rang qui nièrent leur lien avec le baron de la drogue. En 1995, la prospérité prit fin. Les frères Rodriguez Orejuela furent arrêtés et à la place du cartel de Cali, plusieurs petites organisations se formèrent. Cependant, pour Amado, il ne s'agissait que de difficultés temporaires. Il tourna son regard vers les Andes, en Bolivie et au Pérou. Jusqu'alors, Medellín et Cali avaient monopolisé la production de cocaïne. Ils achetaient la matière première dans ces pays et dans leurs laboratoires produisaient du chlorhydrate de cocaïne. Les Mexicains, jusqu'à Amado, agissaient uniquement comme transporteurs. L'arrestation des frères Orejuela changea tout. Même avant, les Mexicains avaient cherché à atteindre les fournisseurs des Andes, mais c'était difficile. Maintenant, bien que Cali pût encore frapper, Amado rencontra Luis Amado Pacheco, un narcotrafiquant bolivien, convenant de fournitures directes, ce qui fut une véritable percée dans le narcotrafic mexicain. Il pouvait désormais agir sans les Colombiens. Les 3 premières cargaisons furent livrées sans problème, mais la 4e fut saisie encore au Pérou. Le cartel de Cali possédait toujours du pouvoir et remit la cargaison aux autorités. Pacheco fut arrêté et disparut de la scène. Alors, Amado, ne voulant pas s'enliser dans une guerre avec le cartel de Cali, qui se mourait mais était encore capable de frapper, partit négocier. Il y annonça que les Mexicains voulaient protéger leur marché et continueraient à travailler avec la Bolivie et le Pérou. Et si les Colombiens le désiraient, ils pouvaient accepter les conditions du Mexique. Les Colombiens ne pouvaient plus dicter leurs conditions et durent accepter. Les profits diminuèrent, mais les risques se réduisirent également. En Colombie, en revanche, commença l'ère des cartelitos, de petites organisations mobiles. Mais Amado, à la suite de tout cela, devint la personne la plus influente du Mexique. Son organisation, fondée sur le principe de la fédération, incluait les plus grands narcotrafiquants. El Chapo, Palma Salazar, El Azul, El Mayo et d'autres. Sauf Tijuana, avec les Arellano Félix, qui ne voulaient pas entrer dans la fédération. Pour transporter une telle quantité de marchandises, il fallait toujours plus de capacité. Non seulement des avions, mais même des sous-marins furent utilisés. Toujours en 1995, il commença, comme le cartel de Cali, à pénétrer le marché mondial, y compris la zone post-soviétique. Selon certaines estimations des autorités américaines, l'organisation de Juarez transportait pas moins de 60 tonnes de cocaïne par an, ce qui représentait 120 vols, un tous les 3 jours.
Mais là où il y a plus de pouvoir, il y a aussi plus d'ennemis. Selon les estimations les plus approximatives, les profits d'Amado s'élevaient à environ 25 milliards de dollars, dont environ 1 milliard était destiné au paiement de la protection étatique. Mais les politiciens insatiables voulaient plus. Le cartel de Cali, bien qu'ayant accepté les conditions de Carrillo Fuentes, mit une prime d'1 million de dollars sur la tête d'Amado. Les frères Ochoa du cartel de Medellín avaient également des vues sur Amado. Selon les rumeurs, ils s'étaient débarrassés d'un membre de leur famille, disparu sans laisser de traces dans les années 1980 et dont le corps fut retrouvé dans le désert près de 10 ans plus tard. Mais les Colombiens étaient loin. Les politiciens ne lanceraient pas d'attaque ouverte. Au lieu de cela, Juan García Abrego, narcotrafiquant de Tamaulipas, était extrêmement insatisfait de l'ascension des Sinaloenses et d'Amado Carrillo Fuentes en particulier, car le cartel de Juárez commença à revendiquer ses possessions dans le cadre de l'idée d'unir tous les cartels en une grande fédération. Lors de la division des plazas, la zone de l'oncle d'Abrego, le légendaire Juan Nepomuceno Guerra, resta inviolé. Cela était dû au fait que Guerra représentait les intérêts de ses protecteurs de haut niveau, y compris le frère du président Raúl Salinas, et il ne faisait pas partie de la narcofédération, étant un territoire de l'État. Le territoire de Guerra devint peu après ce cartel du Golfe, avec un système ferroviaire développé et un passage commode à Nuevo Laredo, qui fait encore aujourd'hui parler de lui par les affrontements constants entre cartels. Mais García Abrego fut capturé en 1996 et extradé aux États-Unis. À sa place, Osiel Cárdenas, connu pour la création de Los Zetas, prit le relais. Amado, au moment de la consolidation de Los Zetas, ne serait plus en vie, et avec eux pour Nuevo Laredo et les territoires adjacents, Vicente Carrillo Fuentes et El Chapo se battraient. Mais après l'arrestation d'Abrego et au moment de transition de la lutte pour le pouvoir au sein du cartel du Golfe, Carrillo Fuentes et d'autres Sinaloenses profitèrent de la situation pour renforcer leur pouvoir dans cette région. L'organisation du Seigneur des Cieux devint pendant un temps le groupe le plus puissant non seulement en Amérique du Sud, mais probablement dans le monde. Les méthodes du cartel de Juárez incluaient l'usage systématique de la violence. Décapitation, torture et meurtres publics devinrent la norme pour intimider les concurrents et les autorités, ainsi que pour contrôler les territoires. Cela fut démontré en particulier dans la Maison de la Mort, découverte en 2004 à Ciudad Juárez, utilisée pour torturer et tuer des dizaines de victimes du cartel, devenant un symbole de la brutalité caractéristique des activités de l'organisation d'Amado. Pendant ce temps, la pression des politiciens corrompus s'intensifiait. À l'été 1996, de graves accusations furent portées contre Amado et des affaires de trafic de cocaïne furent ouvertes en Floride. Jusqu'alors, les tribunaux mexicains n'avaient pas osé formuler de telles accusations, mais ils furent contraints de le faire en raison des Américains qui exigeaient l'arrestation des grands trafiquants de drogue. Cela déstabilisa quelque peu Carrillo Fuentes. De plus, dès les années 1980, il s'était habitué à fumer du crack et était tombé dans une forte paranoïa à cause de cela. Amado commença sérieusement à envisager de quitter le Mexique et envoya même une équipe d'économistes en voyage en Amérique du Sud dans le but de trouver le pays le plus avantageux pour ses investissements. L'Argentine, le Brésil et le Chili furent pris en considération. Le Chili semblait l'option la plus acceptable grâce à son économie prospère et la police chilienne nota que son organisation était professionnelle au plus haut degré. En réalité, la paranoïa d'Amado n'était pas si infondée. Au début de janvier 1997, lors de la fête d'anniversaire de la sœur de Carrillo, Aurora, une équipe armée fit irruption, dont le but était de capturer Amado. Cependant, il fut averti littéralement quelques minutes avant et réussit à s'enfuir avec sa femme et ses enfants. De cette fête ratée existe une vidéo où l'on voit à quel point Amado était épuisé. Il ressemble à un directeur de multinationale mortellement fatigué, qui n'a pas dormi depuis plusieurs jours, résolvant des problèmes. C'est presque le seul enregistrement vidéo où Amado Carrillo Fuentes apparaît. Après cet incident, il rencontra plusieurs militaires de haut rang pour des négociations. Et comme tout grand narcotrafiquant qui se respecte, il proposa un accord. Le message principal était le suivant. Amado est un véritable patriote du Mexique et contribue à sa prospérité autant qu'il le peut. Par conséquent, il demande à être traité comme un homme d'affaires, non comme un criminel. Les politiciens doivent accepter passivement ses pots de vin et fermer les yeux sur certains aspects du commerce. En échange, ils obtiendraient, premièrement, une véritable criminalité organisée au plein sens du terme, qui serait entièrement sous son contrôle, c'est-à-dire aucune petite bande incontrôlée. Deuxièmement, les drogues ne seraient pas fournies au Mexique, seulement en transit vers les États-Unis et l'Europe. Troisièmement, le cartel de Juárez ne s'opposerait jamais au gouvernement mexicain. De plus, l'organisation injecte dans l'économie du pays natal une telle quantité de dollars américains que si Amado décidait de partir, une véritable crise éclaterait dans le pays. Et sur ce dernier point, il n'avait rien à objecter.
La plus grande compagnie pétrolière rapportait de 7 à 8 milliards de dollars par an, tandis que le narcotrafic fournissait de 30 à 32 milliards par an. Les généraux prirent 5 millions d'Amado pour la rencontre et répondirent par un refus. Carrillo Fuente, comme ses prédécesseurs, ne parvint pas à exercer de pression sur l'État, même avec des méthodes aussi pacifiques. Et ainsi, il quitta le Mexique. Début mars 1997, Amado Carrillo Fuente visita la Russie, puis s'envola pour l'Argentine, et de là au Chili, où il s'installa avec sa femme et sa nombreuse progéniture. Il chargea de transférer 26 millions de dollars de son compte à New York, qui furent ensuite gelés par les autorités américaines en septembre 1997 dans le cadre d'une enquête sur le blanchiment d'argent via un réseau lié à l'homme d'affaires Alejandro Ventura Cohen et à son frère Jaime, arrêté au Chili, et commença à chercher des opportunités d'investissement, tentant d'acquérir une grande compagnie maritime chilienne en faillite dans le but évident de transporter des marchandises en Amérique du Nord. Il acheta également plusieurs maisons, appartements et 11 voitures de luxe au Chili, manifestement avec l'intention d'ouvrir une nouvelle page de sa carrière dans le trafic de drogue. De plus, Amado enregistra une société de blanchiment d'argent. Presque tout était prêt, mais à l'hiver 1996-1997, Gutiérrez Rebolo apparut sur la scène. Le 9 décembre 1996, le général Jesus Gutiérrez Rebolo, qui avait auparavant arrêté Amado en 1989, fut nommé commissaire de l'Institut national de lutte contre la drogue, INCD, et est largement connu comme le tsar antidrogue, un combattant inflexible contre la drogue. Cependant, seulement 2 mois plus tard, le 6 février 1997, il fut arrêté sur ordre du ministre de la Défense. La presse découvrit qu'au cours des 6 dernières années, Rebolo, ce tsar antidrogue, avait été payé par Amado Carrillo Fuentes et l'avait activement aidé. Rebolo avait accès aux dossiers secrets de la DEA et transmettait des informations sur les opérations des forces de l'ordre à Carrillo. C'est précisément grâce à Rebolo que l'organisation de Juarez, durant les premières années de son existence, n'eut pas besoin de bras armés. La police judiciaire fédérale fut utilisée comme garde du corps personnel de Carrillo et d'autres leaders de l'organisation. Gutiérez Rebolo devint célèbre grâce à l'un des plus grands scandales de l'histoire du Mexique. Il élimina personnellement les adversaires d'Amado Carrillo Fuentes en utilisant les données de renseignement. Il créa une unité de renseignement et d'attaque appelée Los Arbolitos, financée par Eduardo González Kervar, alias El Flaco, créditeur d'Amado Carrillo, responsable de ses relations politiques à Jalisco. Elle comptait une quarantaine de militaires, de juges d'État et fédéraux, qui se faisaient passer pour des agents fédéraux et disposaient d'équipements d'interception dans des fourgons arborant le logo du parti au pouvoir. Et son objectif était de détruire les adversaires de Juarez. Ils arrêtaient les trafiquants de drogue, en particulier de la famille Arellano Félix, les interrogeaient, puis les livraient à Gutiérez Rebolo. L'arrestation de Rebolo fut un tournant. Les Américains furent une fois de plus convaincus de la corruption abyssale de leurs voisins du Sud, et les autorités mexicaines montrèrent à Amado qui était réellement le maître de la situation. Et bien que l'avocat de Rebolo ait tenté de prouver que son client avait été victime d'une guerre de corruption souterraine, il n'eut pas beaucoup de succès. 2 mois après le début du procès, il fut retrouvé avec une balle dans la tête. L'un des plus proches collaborateurs de Rebolo, Luis Vega, prit la fuite et fut déclaré recherché. Il fut capturé par la DEA, transporté aux États-Unis et après 10 heures d'interrogatoire, il raconta tout, chaque strate de corruption qui avait recouvert sa patrie comme une couverture. Pour Amado, cela ne présageait rien de bon. L'administration du président Clinton, constatant de tels abîmes de déchéance, envisageait de capturer Amado par tous les moyens et de l'incarcérer. À l'été 1997, Carrillo Fuentes décida de subir une opération de chirurgie plastique qui, selon les plans, le rendrait méconnaissable pour le oncle Sam. Le 3 juillet, il fut admis à l'hôpital Santa Monica de Mexico. L'hôpital apparemment lui appartenait. L'opération, sous un faux nom, dura 8h30 et comprenait une liposuction, durant laquelle 3,5 gallons de graisse furent retirés et une transformation complète du visage. On lui modifia la forme des yeux, du nez et de la mâchoire. Pendant la procédure, 2 gardes du corps de Carrillo étaient présents dans la salle d'opération. L'opération fut un succès, mais le matin du 4 juillet, Amado fut retrouvé mort. La mort survint à cause d'une overdose d'anesthésique, le domicum, midazolam, qui se révéla fatale, compte tenu de ses problèmes hépatiques. Et ici, comme toujours, plusieurs versions s'affrontent. Première version, Amado Carrillo Fuentes est réellement mort. C'est ce qu'annoncèrent les autorités mexicaines. Les empreintes digitales du corps furent comparées à 2 échantillons de 1985 et 1989 et elles correspondaient. Les médecins qui effectuèrent l'opération, le docteur Jaime Godoy Singh et le docteur Ricardo Reyes Villanueva, furent condamnés et après quelques mois, le 7 novembre 1997, leurs corps mutilés, avec des ongles arrachés, des brûlures de cigarettes et d'autres signes de cruelle torture, furent retrouvés cimentés dans des barils métalliques.
Selon cette version, Amado fut probablement assassiné sur commande. Mais la question était, qui fit cela? Cela aurait pu être ses propres compagnons de Sinaloa. Dernièrement, ils étaient mécontents du fait qu'Amado violait ses propres règles. Il fréquentait des lieux publics, se montrait dans tout le pays et finissait souvent dans les objectifs des caméras. Et oui, cela aurait pu être aussi les frères Ochoa, qui avaient enfin attendu le moment de se venger de la mort de leurs parents. Sur la tombe d'Amado fut trouvée une couronne de roses noires avec l'inscription significative de la part des frères. Tout vient à point à qui sait attendre. De plus, 2 des chirurgiens étaient en colombiens. Mais cela aurait pu être aussi les militaires mexicains. Amado avait accumulé pas mal d'ennemis. Deuxième version, Amado simula sa mort. Le corps dans le cercueil ne lui ressemblait pas du tout et sur la dépouille manquaient des incisions chirurgicales visibles, qui n'auraient pas eu le temps de guérir avant le décès. De plus, il était fortement décomposé. Les infirmières de l'hôpital auraient vu un homme grand quitter le bâtiment 3 heures après l'opération. Comme le dit un agent de la DEA à la retraite, nous ne pouvons croire à rien de ce que nous apprenons du Mexique des Mexicains. En 2015, cette idée a connu un nouveau développement grâce à un article du réseau d'information d'État vénézuélien Telesur qui, citant le cousin d'Amado, Sergio Carrillo, affirmait que le baron de la drogue était vivant. Il a subi une opération et il a également opéré une pauvre victime malheureuse pour faire croire à tout le monde que c'était lui, y compris les autorités. La série Netflix Narcos Mexico, dont la 3e saison est sortie en 2021, laisse elle aussi une subtile suggestion sur sa possible survie dans la scène finale après les génériques, montrant un avion jouet offert par Amado à sa petite amie. Qu'Amado Carrillo soit mort ce jour malheureux ou qu'il profite encore d'une plage cubaine en compagnie d'une jeune beauté, cela continue de susciter discussions et désaccords. Amado devint un véritable héros du narcofolklore mexicain, au même titre qu'El Chapo et Miguel Ángel Félix Gallardo. On raconte des légendes à son sujet, on écrit des corridos et les habitants de son village natal se souviennent du Seigneur des cieux, en bons termes. Il prenait soin de sa terre natale et l'aidait, contrairement à Juarez, qui durant son règne devint un champ de bataille, certes pas comme au XXIe siècle, mais quand même, les habitants de la région, comme on dit, ressentirent immédiatement la différence. De 1993 à aujourd'hui, la ville frontalière est une zone de conflit, tantôt latente, tantôt en flammes. Après sa mort, le gouvernement mexicain confisqua de nombreuses propriétés de Carrillo, y compris une villa vendue aux enchères en 2020 pour près de 2 millions de dollars et une villa à Tlalpan, Mexico, qui en 2021 devint le prix principal d'une méga loterie, partie de la lutte du Mexique contre les problèmes sociaux. La fortune de Carrillo, au moment de sa mort, était estimée à environ 25 milliards de dollars, ce qui, avec l'ajustement pour l'inflation, environ 40 milliards de dollars selon les estimations modernes, en faisait l'un des criminels les plus riches de tous les temps, dépassant même Pablo Escobar au sommet de son pouvoir qui accumula environ 30 milliards de dollars sur une période plus longue. Avec la mort d'Amado, l'idée de la narco-fédération perdrait progressivement de son importance. Ses frères et associés se révélèrent moins diplomates, et les adversaires inventèrent même de nouvelles méthodes d'action, qui n'incluaient la collaboration ni avec l'État ni avec d'autres narcobarons, seulement la loi de la force. Au début des années 2000, El Chapo est le frère cadet d'Amado, Vicente Carrillo Fuentes, né le 16 octobre 1962 à Guamuchilito, Sinaloa, l'un des 7 frères et sœurs, surnommé le vice-président, tentèrent encore une fois d'unir leurs forces et de conquérir Tamaulipas et le passage à Nuevo Laredo. C'était la même idée de reconstituer une compagnie dominante sur tous les points frontaliers importants, seulement maintenant sous la direction de Sinaloa. Cependant, en 2004, les ambitions détruisirent cette alliance entre Chapo Guzman et le vice-président après que Rodolfo Carrillo Fuentes, un autre frère d'Amado et Vicente, fut tué en septembre 2004 après le meurtre présumé d'un membre du cartel de Sinaloa. Depuis lors, chacun lutta pour soi. En conséquence de ce conflit, le cartel de Juarez mena une guerre acharnée contre le cartel rival de Sinaloa pour le contrôle des routes commerciales vers les États-Unis, provoquant des milliers de morts à Ciudad Juarez et dans ses environs entre 2009 et 2011. En 2010, plus de 3000 homicides furent enregistrés dans la ville, contre environ 300 en 2006. Le 9 octobre 2014, Vicente Carrillo Fuentes fut arrêté à un barrage routier à Torreón, Coahuila, où il tentait de présenter un permis de conduire au nom de Jorge Sánchez Merilla, mais fut identifié. Les États-Unis offraient une récompense allant jusqu'à 5 millions de dollars pour toute information menant à sa capture. En 2021, Vicente fut condamné à 28 ans de prison pour trafic de drogue et criminalité organisée et en février 2025, il fut extradé vers les États-Unis.
Après son arrestation, le cartel de Juarez s'est considérablement affaibli et s'est fragmenté en factions plus petites, y compris l'Alinea, un groupe de policiers corrompus de Chihuahua qui est devenu le bras le plus puissant du cartel. Ainsi s'achevèrent les années fructueuses, mais brèves, de collaboration et de projets de fédération ou d'une compagnie dominante fondée sur l'alliance de plusieurs organisations fortes. Amado fut le dernier à résoudre les problèmes avec succès et sans effusion de sang, négociant dans l'intérêt des affaires. Les conflits dans le Nouveau Monde après lui furent résolus principalement selon la loi du plus fort, car les accords se révélaient très fragiles et les incitations à la trahison et à l'infidélité étaient très grandes. Il s'avéra plus simple d'engager une mini-armée que d'essayer de corrompre tous les politiciens qui, au final, trahiraient de toute façon le narcotrafiquant malgré tous les accords de paix. Car pour eux, le narcotrafiquant reste toujours un narcotrafiquant.